Bienvenue dans le podcast des étoiles, l'émission sonore du jeudi pour les amoureux du ciel et de la science des astres. Mon objectif est simple, vous enseigner l'art ancestral de l'astrologie dans le langage le plus simple qui soit. Je suis Jordan Marion, fondateur de la Jyotish Academy, la première école en astrologie indienne de France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des étoiles. On va parler aujourd'hui des divisions zodiacales, aussi appelées Vargas, dans l'astrologie indienne. Alors évidemment, on parlera beaucoup de l'astrologie indienne aujourd'hui, puisque les divisions zodiacales sont partie intégrante de ce système qu'est l'astrologie indienne. En astrologie occidentale, nous avons aussi les novénaires, les dodécatémories et bien entendu les décans. Décans qui sont la division par 3 d'un signe, donc de 10 degrés par partie. Le novénaire qui sont la division d'un signe entier par 9 et le dodécatémorie par 12. C'est surtout utilisé le dodécatémorie en astrologie horaire, les décans évidemment en astrologie natale et aussi en horaire. Et puis le novénaire, c'est surtout pour juger de la puissance des planètes. On va regarder un petit peu et approfondir un petit peu cette notion, ce système même des divisions zodiacales dans le système indien, dans l'astrologie indienne, et ce qu'en disent également les textes classiques, notamment le Brihad Parashara Hora Shastra. Excusez-moi de ce terme, ce n'est pas un gros mot, c'est simplement le titre de la Bible de l'astrologie indienne. Et bien entendu, Parashara, l'auteur un peu mythique comme Hermès en astrologie occidentale, eh bien cet auteur va nous parler de ces divisions zodiacales, va nous parler des Vargas, comme on les nomme en sanskrit, qui signifie tout simplement les divisions. Ces divisions zodiacales sont au nombre de 16. Voilà, on en dénombre 16, en tout cas Parashara en dénombre 16, dont le D1. Le D1, c'est tout simplement le thème natal, c'est-à-dire le thème divisé par lui-même. Voilà, c'est-à-dire les planètes telles qu'on les voit dans le ciel. Si vous avez Mars en bélier dans votre thème natal, en astrologie indienne sidérale, c'est que Mars était dans la constellation, dans cette constellation-là, dans le ciel au moment de votre naissance. C'est aussi simple que ça. Alors à quoi peuvent bien servir ces divisions zodiacales ? Plusieurs choses. La première chose, qui est vraiment fondamentale, c'est que à la base, on n'étudiait pas les divisions zodiacales comme on les étudie aujourd'hui. On les étudie en réalité comme des thèmes indépendants depuis seulement environ 50 ans, depuis à peu près les années 70. Avant les années 70, et si vous ouvrez effectivement un ouvrage de B.V. Raman, un des plus grands astrologues indiens du XXe siècle, eh bien vous verrez qu'il utilise simplement le thème natal avec évidemment le D9, le Navamsa ou le novénaire en français, qui est le thème complémentaire. On y reviendra bien entendu puisque c'est le thème le plus important, en tout cas le thème divisionnaire le plus important de l'astrologie. Alors à quoi servent ces ces divisions zodiacales ? Eh bien tout simplement, ces divisions zodiacales nous servent pour la puissance des planètes. C'est-à-dire que nous allons étudier plusieurs divisions, et si la planète est bien située dans le thème natal, bien située dans 6 autres divisions zodiacales, eh bien, ça voudra dire que la planète pourra donner toutes les promesses qu'elle manifestera dans le thème natal. Autrement dit, lorsque une planète est bien située dans le D1, le D2, le D3, le D7, le D9, le D12, le D27 et le D30, eh bien, nous avons tous les outils, tous les facteurs ici de puissance d'une planète. C'est ce que Raman et d'autres appellent Sapta Vargaja Bala. Bala, c'est la puissance, Sapta, ça veut dire 7, et Vargaja, c'est simplement les Vargas, c'est tout simplement la division. Donc, c'est une étude de 7 divisions zodiacales qui permettent de juger, de jauger de la puissance des astres. Comment on peut s'en servir ? C'est très simple, si par exemple vous avez Mars et la Lune qui sont en conjonction, c'est un yoga qui est puissant,
qui permet bien entendu d'entreprendre de manière courageuse et d'aller vraiment au bout des choses et on va dire d'entreprendre sans que vraiment il y ait trop de soucis, ou s'il y a des obstacles et des soucis, qu'on puisse transcender ces obstacles et puis vraiment ne pas être embêté avec les problématiques, mais vraiment pouvoir un petit peu trancher le nœud gordien, comme on dit. Donc, comment juger de ce qu'on appelle un yoga, c'est-à-dire des configurations, des combinaisons spéciales dans l'astrologie indienne? Eh bien, est-ce que ce yoga va vraiment se manifester de manière foudroyante, puissante, ou bien de manière complètement décevante? Eh bien, ça va être cette étude des divisions zodiacales et de Mars au sein de ces divisions zodiacales, au sein de ce Saptavarga Bala, qui nous l'indiquera. Évidemment, si vous avez cette conjonction, ce yoga de Mars-Lune, et que vous avez Mars qui est en chute, en Cancer, et la Lune qui est un petit peu meilleure, qui sera en domicile en Cancer, mais que ce Mars reçoit en plus de sa mauvaise position un aspect de Saturne, un aspect d'une planète ennemie, par exemple Mercure, et par exemple d'un nœud lunaire, bon ça fait beaucoup, et qu'en plus elle se situe à 28 degrés du Cancer, c'est-à-dire en plein dans sa chute, et que dans les autres divisions zodiacales, eh bien elle est en mauvaise posture, c'est-à-dire en chute ou alors affligée avec des maléfiques ou des planètes ennemies, eh bien évidemment Mars va donner quasiment rien dans le yoga qu'il promettait, puisque il n'aura pas la puissance nécessaire pour la manifestation de ce qu'il promettait. Donc là, on est dans une utilisation vraiment pratico-pratique des divisions zodiacales, c'est-à-dire la puissance des planètes qui, évidemment, vont nous servir pour jauger de la manifestation des différents types de configurations que l'on appelle des yogas. Donc voilà, de manière très concrète, à quoi peuvent bien servir, déjà, les divisions zodiacales. Bien entendu, pour cette étude, nous devons déjà au préalable connaître un petit peu les différents types de yoga. Si vous débutez dans l'astrologie indienne, vous ne connaissez pas vraiment ces yogas. Donc vous allez très certainement utiliser les divisions zodiacales d'une autre manière. Et justement, la deuxième utilité, la grande utilité des divisions zodiacales, c'est tout simplement, et on en a déjà parlé dans le premier épisode du podcast des étoiles, eh bien c'est de distinguer les maisons. C'est-à-dire que la maison 4, on peut très bien avoir des renseignements sur les parents avec la maison 4, et notamment la mère en astrologie indienne. On peut aussi avoir des renseignements sur le véhicule. Véhicule, c'est-à-dire la couleur de votre voiture, ou également le véhicule, c'est-à-dire vous-même, le véhicule de l'âme, le corps. Et par conséquent, le bonheur, le bien-être intérieur, maison 4. On peut aussi avoir des renseignements sur le patrimoine génétique, familial, mais aussi le logement. Eh bien, si vous avez Mars qui se retrouve dans cette maison 4, est-ce que c'est ma mère qui est attaquée? Est-ce que ma mère va avoir un accident? Est-ce que je vais rentrer en conflit avec ma mère ou mes parents? Ou est-ce que, au contraire, je vais avoir dans moi-même une espèce d'insatisfaction permanente? Mars en maison 4 peut aussi donner un bien-être un petit peu vraiment par l'action et puis c'est quelque chose d'assez inassouvi. Est-ce que ça va me donner le feu à ma baraque? Est-ce que ça va me donner un accident de voiture? Bon, évidemment, parce que Mars est évidemment toujours accidentel, et donc évidemment, Mars peut très bien donner un accident de voiture à un moment donné quand il est actif, et absolument rien de dramatique, c'est-à-dire pas de maladie, d'accident ou de conflit avec ma mère. Mars peut très bien donner des conflits donc des conflits intérieurs, tout simplement, Mars en maison 4, mais la maison n'a jamais brûlé. Comment je peux trancher la question? Les divisions zodiacales le permettent. Si je veux avoir des renseignements sur mes parents, je vais
regarder dans le D12. Le D12 qui est le zoom sur les ancêtres, dont les parents. Si j'ai Mars en maison 4, eh bien je vais regarder si, dans le D12, comment déjà est placé Mars, bien entendu. S'il est affligé de toutes parts, évidemment que le Mars va pouvoir parler de mes parents. Et puis je vais pouvoir aussi regarder les significateurs généraux de la division en tant que telle. Pour le D12, je vais regarder la Lune pour la mère, le Soleil pour le père. Si je vois que le Soleil est en chute et que la Lune aussi, et que Mars est mal disposé, par exemple avec Saturne, bien entendu que c'est plutôt le domaine des parents qui va être à surveiller. Si, au contraire, je regarde le D4, le zoom donc sur ce que Parashara appelle Bhagya, c'est-à-dire la fortune, de manière générale. Alors Parashara nous donne simplement un mot, il nous dit Bhagya, et puis débrouillez-vous. Donc c'est la fortune, c'est le patrimoine, et par extension, les biens immobiliers, le logement. Et donc, si Mars, par exemple, est en Bélier, ou en Scorpion, ou vraiment bien loti, avec Jupiter, par exemple, planète amie, ou le Soleil, bien entendu que le patrimoine sera plutôt ici favorisé. Et puis on peut bien sûr regarder Jupiter et Vénus, le luxe et les finances, pour avoir des renseignements sur le patrimoine de manière générale. Et si tous ces facteurs, toutes ces planètes sont bien loties, puissantes, en dignité, bien entendu que le Mars en maison 4 aura en réalité très peu d'impact sur ce domaine, et que c'est bien entendu beaucoup plus dans le domaine ici parental que ce Mars en maison 4 du thème natal va jouer. Si on veut avoir des renseignements sur le véhicule, nous allons explorer ce qu'on appelle le D16. Le D16, c'est le zoom sur le véhicule et, on l'a vu, le véhicule qui est aussi le corps humain et le bonheur qui en découle. Et donc, même chose, on regarde le Mars et puis on va regarder Vénus. Vénus qui est significatrice générale, en tout cas en Inde, des voitures, en réalité des véhicules et du luxe, et aussi du confort intérieur, bien entendu. Et on peut aussi regarder un petit peu la Lune, puisque ça nous parlera aussi de ce bien-être et de l'aspect émotionnel. Donc voilà déjà une autre méthode, une autre façon pour appréhender les divisions zodiacales et une grande utilité de ces divisions zodiacales, notamment pour les gens qui débutent l'astrologie indienne, mais aussi pour tout le monde, parce qu'on s'en sert de manière permanente, constamment, pour trancher les différentes maisons. Voilà. Est-ce que Saturne en 7, ça va me parler de mes partenaires amoureux, ou est-ce que ça me parlera, au contraire, de mes partenariats professionnels ? Eh bien, pour s'en assurer, je vais étudier Saturne dans mon D9, et puis évidemment le thème général du D9 qui est le zoom sur le domaine relationnel, et puis je regarderai le D10, le domaine professionnel, pour avoir des informations sur la question, pour réussir un petit peu à trancher entre le D9 ou le D10. Évidemment que le Saturne peut jouer sur les deux, mais il peut aussi jouer seulement sur un domaine. Ça, c'est l'étude des divisions qui nous l'apprendra. Donc, voici 2 utilités des divisions zodiacales. Donc, nous avons vu, première utilité, la puissance des planètes qui vont nous aider à juger, à jauger des yogas. Deuxième utilité, permettre de distinguer les différents symboles et les différentes attributions d'une seule et même maison. Voilà. Troisième utilité, évidemment, ça va être pour décrire les domaines. Parashara, je l'ai dit tout à l'heure, va nous parler de 16 divisions zodiacales. Le D1 qui va nous renseigner sur le corps. Le D2 qui va nous renseigner sur les finances. Le D3 qui sera le bonheur de la fratrie, zoom sur la maison 3. Le D4, zoom sur la maison 4, qui sera tout bonnement le patrimoine, on l'a vu, les biens immobiliers, le logement. Le D7, qui est ici le zoom sur la maison 7, puisque c'est tout ce que l'on peut créer, mais seulement à 2. Donc, par extension, les enfants. Comme c'est la 5e division,
zodiacale mentionnée par Parashara, évidemment ça nous renvoie à la maison 5, à la créativité, aux enfants et à Jupiter, qui est ici significateur général de cette division zodiacale. Le D9, c'est le zoom sur la maison 9, ça nous parlera du mariage, puisque le mariage c'est la 3e maison de la 7. La 7 c'est l'union, la maison 9 c'est la 3e de 7, c'est-à-dire ce qui est écrit, ce qui est officialisé. Et on retrouve ça aussi, ces notions dans l'astrologie occidentale, notamment avec William Lilly, les thèmes horaires. Maison 9. Et puis, nous avons le Dharma aussi, avec le D9, la maison 9. Le Dharma qui est un petit peu le chemin de vie. C'est-à-dire le sens qui nous donne vraiment une direction pour nos actions, qui donne du sens à notre vie. C'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on dirait le chemin de vie, la vocation ou ce genre de choses. Et puis nous avons le D10. Alors le D10, c'est le zoom sur le domaine professionnel. C'est le zoom sur la maison 10. La maison de karma, bhava. Bhava la maison, karma l'action. C'est la maison des projets, la maison de l'action. Donc c'est le zoom, le D10, la division zodiacale, la 10e, c'est le zoom sur la carrière, sur les projets, sur la réputation, sur la vie professionnelle et la vie sociale. Si vous êtes en retraite, vous avez toujours un D10. Ce sont vos projets, vos actions de manière vraiment générale. Nous avons ensuite le D12 qui est tout simplement, on l'a vu, le domaine des ancêtres et des parents. Ensuite, nous allons rentrer dans quelque chose de plus métaphysique et plus nous allons diviser, moins on aura affaire à des domaines matériels. Le D16 par exemple, on l'a vu, c'est le véhicule, mais plus profondément c'est vraiment ce que l'on ressent, c'est le bien-être. Le D20, ça va être la dévotion. Ça va être en réalité l'amour que l'on met dans une chose, dans un objet, qui nous transcende. C'est-à-dire que le D20, même si une personne n'est pas nécessairement spirituelle, comme on pourrait l'entendre, par exemple, qu'il y a une religion, eh bien, cette personne-là va pouvoir, par exemple, les maîtres au Japon qui sont spécialistes des sushis, eh bien, vont avoir une dévotion pour leur métier. Les artisans peuvent avoir une dévotion pour leur métier. C'est quelque chose qui, vraiment, qui nous transcende. Voilà, le D20. Donc ça, c'est un petit peu notre manière d'aimer, quelque part. Le D24, c'est la connaissance, vidya. C'est évidemment étudié pour les hautes études, mais c'est aussi comment on apprend, comment on connaît les choses. Est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la logique ? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre du pratico-pratique ? Est-ce que c'est plutôt une étude livresque, avec Mercure notamment, ou plutôt quelque chose de relié à l'intuition et à l'improvisation avec la Lune ? On sera sur des intelligences différentes avec le D24. Ensuite, nous avons le D27 qui va nous représenter les forces et les faiblesses. Alors le D27, il n'est pas beaucoup étudié en réalité. Le D30, qu'on appelle souffrance, en tout cas dans ses attributions, est surtout utile pour l'astrologie médicale, pour les petites difficultés de la vie, mais surtout l'astrologie médicale. Et puis ensuite, nous avons d'autres divisions très peu utilisées, le D40, le D45 et le D60, qui vont surtout nous renseigner sur la vie de manière générale, les planètes qui vont être un petit peu défaillantes, et puis les planètes qui vont être au contraire bien loties. Et on va dire que jusqu'au D60, c'est un petit peu ce qui va différencier un millionnaire d'un milliardaire, c'est-à-dire une espèce de plafond de verre, mais encore une fois, c'est très expérimental, c'est vraiment des domaines en friche. Seul un astrologue que je connais et qui est un de mes formateurs qui s'appelle Ernst Willem va en parler, mais bon, il faudrait une heure de naissance extrêmement précise, il faudrait trouver le bon Ayan Hamsa, or il n'y en a pas vraiment. Donc voilà, c'est un petit peu théorique, sauf si évidemment on décide de tropicaliser le zodiaque, ce qui a été la solution de ce fameux Ernst Willem. Donc voilà déjà, évidemment, les divisions, troisième utilité, ça va être l'interprétation statique des différents domaines de vie. Si vous avez Mercure à l'ascendant dans le D10,
bien entendu que votre métier va être marqué par Mercure. Bien entendu que vous allez pouvoir faire plusieurs choses à la fois au sein de votre métier. Vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir lire beaucoup, étudier beaucoup, enseigner, communiquer beaucoup. Peut-être que vous allez justement faire un métier mercurien, serveur, astrologue, homme de lettres, professeur d'anglais, etc., etc. Si vous avez Mars, c'est complètement différent. Vous allez avoir un métier un peu moins dans le service, mais beaucoup plus dans l'indépendance avec Mars, et puis peut-être aussi un métier plus physique, ou un métier relié à la guérison, chirurgien ou médecin avec Mars, et puis bien entendu, des métiers qui peuvent avoir un rôle à jouer avec le feu. Ça peut être alchimiste, ça peut être cuisinier, bien entendu. Donc voilà des petites attributions, c'est-à-dire que, troisième utilité des divisions zodiacales, on va pouvoir également s'en servir pour l'interprétation statique. Quatrième et dernière utilité des divisions zodiacales, en tout cas qu'on évoquera dans ce podcast, c'est pour la prédiction. Alors, là je sais que ça va en intéresser plus d'un. Les divisions zodiacales sont le fondement et la base de la prédiction. En astrologie indienne, on ne va jamais prédire, on ne va jamais émettre une conclusion prédictive sans les divisions zodiacales. Puisque nous avons besoin de ces divisions zodiacales pour confirmer, affirmer ou nuancer notre hypothèse de départ, qui aura été évidemment faite avec le thème natal. Donc, si j'ai supposé un D9. Le D9, c'est le zoom sur le domaine sentimental. Bon. Supposez que j'ai Vénus dans la maison 1. Ça voudra dire que la personne voudra se marier, voudra s'unir. Alors attention, les moines aussi ont un D9. Les moines qui ont décidé de s'unir au divin peuvent très bien avoir Vénus en maison 1. Puisqu'on l'a vu, là, c'est le zoom sur la maison 9, le D9. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement spirituel dans cette union, dans l'étude de cette division zodiacale du D9. Ce n'est pas seulement le mariage avec une autre personne, c'est aussi le mariage qui me permet d'être une meilleure et une autre personne. Donc ça peut aussi évidemment être utilisé pour quelqu'un qui est célibataire et qui a décidé de mener une vie en ashram ou une vie consacrée au divin. Le D9. Donc, supposez que cette personne veuille se marier avec une personne physique, elle est Vénus en maison 1, et elle est le maître de 1, par exemple, qui est très bien disposé. Bon, par exemple, en domicile. Cette personne, logiquement, elle va y arriver. Elle va se marier, puisque Vénus va donner, et en même temps, tout dépendra de comment des aspects reçus par Vénus, des aspects évidemment reçus par la maison 7 dans son thème natal, toujours reliés au thème natal, et ensuite on affine avec les divisions. Eh bien, supposez que tout soit parfait dans ce D9, que la personne effectivement rencontre l'amour, qu'il y ait un mariage, etc., mais qu'il y ait une planète, supposez la Lune, qui soit en chute en maison 8, donc la pire place. La Lune en chute, ça va entraîner quand même un stress dans le domaine. Donc ici, quand même, le domaine sentimental, c'est pas tout rose, parce qu'il y a un stress qui est permanent. En maison 8, c'est un stress qui peut vraiment rendre la personne un petit peu anxieuse, un petit peu vraiment déprimée, surtout si Saturne rentre en jeu. Eh bien, comme cette planète, et là je vous donne vraiment une technique prédictive, je vais vous en donner à peu près une par podcast. Donc écoutez bien, si vous avez une planète qui est mal disposée, c'est-à-dire en fait en chute, dans une division zodiacale, vous allez devoir surveiller les transits de Saturne et des nœuds lunaires sur cette planète dans votre thème natal. Supposez que vous ayez la Lune en chute dans le D9 et que la Lune, elle soit en Gémeaux dans votre thème natal. Eh bien, le passage de Saturne sur
votre lune, peut très bien ne rien donner dans le domaine professionnel, ne rien donner dans le domaine des parents ou avec la mère, etc., puisque la lune sera bien disposée dans le D12, bien disposée dans le D10. Par contre, dans le domaine sentimental, ça peut bouger. Il peut y avoir évidemment une période difficile, très stressante, de déprime ou une période de crise profonde dans le domaine de la vie sentimentale, tout particulièrement parce que la lune y est faible dans la division. Donc voilà aussi à quoi peuvent servir les divisions zodiacales. Et bien entendu, la lune en chute dans notre exemple sera surtout à surveiller dans la période ou la sous-période de la planète en chute, ici en l'occurrence notre lune. Donc voilà les 4 utilités, on va dire évidentes des divisions zodiacales que tout le monde peut vraiment comprendre et tout le monde peut s'en servir. Donc je récapitule, la première utilité ce sera pour comprendre la puissance des planètes, surtout pour juger des différents yogas, donc des différentes configurations du thème natal. Deuxième utilité pour distinguer plusieurs symboliques au sein d'une même maison. Troisième utilité, tout simplement pour réinterpréter des domaines un petit peu plus en profondeur et de manière un peu plus précise. Et quatrième utilité, pour la prédiction. J'espère que ce 3e épisode vous aura plu et vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin sur les divisions zodiacales. Si tel est le cas, n'hésitez pas à venir vous former dans mon école, puisque évidemment j'ai plusieurs cours sur les divisions zodiacales. Un cours pour vraiment comprendre et interpréter les divisions zodiacales de manière générale, et puis un autre cours plus approfondi sur la division zodiacale la plus importante, à savoir le D9, le Navamsa. Merci à vous, et puis je vous dis à jeudi prochain. Bye bye.